À l'extérieur du tribunal fédéral de Manhattan, les visages sont fermés, reflet d'une ambiance décrite comme glaciale. Les membres de la famille de l'accusé, le rappeur, producteur et homme d'affaires Sean Combs, alias P. Diddy, ne diront pas un mot. L'atmosphère dans la salle d'audience est très sérieuse, sombre et appropriée. Je pense que tout le monde comprend la gravité de la situation. Il faut dire que malgré les signes d'affection envoyés par P. Diddy à ses soutiens dans la salle d'audience, le premier jour du procès du rappeur est entré sans préambule dans le vif du sujet, avec la diffusion de la vidéo qui a déclenché toute l'affaire, celle de la caméra de surveillance d'un hôtel qui a capturé un P. Diddy en train de battre et de traîner au sol sa compagne de l'époque, la chanteuse Cassie. Premier homme à témoigner, l'agent de sécurité de cet hôtel, qui affirme que P. Diddy lui a proposé une liasse de billets en échange de son silence. Deuxième homme à témoigner, un stripteaseur, qui déclare avoir été payé pour avoir des relations sexuelles avec la chanteuse pendant que son compagnon filmait et avoir assisté à des scènes de violence. Ce sont des allégations. Nous, on veut entendre des faits. Bonjour à tous, bienvenue à l'affaire P. Diddy. Aujourd'hui, nous allons discuter de l'affaire P. Diddy. Cette affaire qui défraie la chronique déjà près d'un an à peu près. Mais l'idée ici pour moi, c'est de pouvoir vous en parler avec un angle de vue assez original. Un angle de vue ou une argumentation qui n'est pas détaillée, voire pas du tout dans les médias classiques ou sur les réseaux sociaux, dans certaines chaînes YouTube et tout le reste, parce que l'idée pour la plupart de certains, c'est de pouvoir engranger des vues, des likes, avoir la primauté sur le buzz. Et ici, dans cette chaîne, on ne s'inscrit pas dans cette configuration en question. Nous entrons toujours, en tout cas, c'est le but de la chaîne, d'entrer en profondeur dans les sujets, de comprendre les vrais mécanismes et de poser surtout les vraies questions qui sont au cœur de cette affaire, évidemment. Et nous allons voir que cette affaire regorge d'un ensemble de questions, que ce soit d'un point de vue politique, philosophique, sociétal et bien sûr sociologique. Et c'est vraiment ce que je m'apprête à vous délivrer dans ce message principal. J'ai scindé cette argumentation en 5 parties. Premièrement, la première partie, nous allons voir ce que j'appelle la machine à plaisir. La machine à plaisir, c'est quoi? C'est lorsque l'excès d'abondance crée le vide qui pousse chez certains aux perversions. Donc, lorsque vraiment l'abondance toxique à un moment donné rencontre la perversion, dans quel schéma, dans quel cadre, etc. En deuxième lieu, nous allons voir ce que j'appelle, tout simplement, la distinction claire, nette entre, une fois de plus, le pouvoir et l'argent, ou l'argent et le pouvoir. Cette confusion fatale qui est au cœur de cette affaire également, dans quel cadre également nous avons eu l'impact de cette situation dans l'affaire P. Diddy. Le prix des silences, l'hypocrisie collective et la complicité d'une industrie. Lorsque une industrie se rend complice de ce genre de situation. La défense également de l'autre côté des avocats de P. Diddy, comment dans un système américain, n'oublions pas jusqu'à preuve de contraire, P. Diddy n'a pas encore été jugé coupable. Donc il est présumé, pour l'instant en tout cas, innocent. Et dans un système américain où la justice est quand même dans une forme de spectacle, de société de spectacle, d'image et tout le reste, il a également droit à la défense comme toute personne. Et je vais terminer avec l'éthique dans sa limite en fait. Surtout, comment sortir de ce cycle quelque part pathologique d'accumulation de richesse tout simplement. Alors, pour commencer et inscrire mon propos, revenons donc à la première partie. La machine à plaisir. La machine à plaisir, ici, c'est quoi? Nous avons les freak-off. Vous le savez déjà, ces orgies, drogues organisées par Diddy, filmées, utilisées comme levier de chantage. Ce ne sont pas juste des délits, en fait, d'un humain riche. C'est la conséquence ultime de ce que j'appelle, évidemment, l'abondance toxique. Quand je vous pose cette question, quand on a tout d'un point de vue matériel dans ce monde capitaliste, absolument tout, que reste-t-il? Il reste en fait l'interdit. L'interdit, c'est quoi? C'est d'avoir le contrôle absolu, c'est avoir la domination, c'est avoir ou se livrer à de la perversion. Et entendez-moi bien, je précise, je suis pas un gauchiste, etc., dans l'âme, mais aucun être humain n'a besoin des richesses accumulées
par P. Diddy et tous les milliardaires et tout le reste, dans un monde où, entre guillemets, on considérait que nous vivons dans une société saine. Mais je ne suis pas là pour vous faire la morale, mais vous le savez déjà, de quoi est-ce qu'il en retourne dans ce monde. Un monde dans lequel où un humain possède des jets privés, de multiples manoirs, de dizaines de voitures de luxe. Ce n'est pas la satisfaction à un moment donné de simples besoins. C'est vraiment l'accumulation compulsive en fait. Et cette accumulation compulsive crée à un certain moment donné un vide. Et le vide ici, il est quoi? Il est existentiel. Et pour certaines personnes, cela va créer inévitablement, inéluctablement une livraison à plus, à toujours plus. Donc à voir en fait des excès. Et parce qu'il faut combler en fait ce vide existentiel. Mais c'est derrière cette course effrénée d'accumulation compulsive, il y a l'idée de courir après une chimère en fait. Donc vous n'allez jamais combler ce vide parce que c'est un vide existentiel. Et donc ce qui va s'apparenter à, entre guillemets à l'excès, ce sera de l'accumulation à de la perversion et tout le reste. Et puis Diddy n'est pas le premier. On l'a déjà vu dans le passé des affaires de ce genre, de Caligula au scandale d'Amstein. Voilà, vous avez l'histoire nous montre que les excès des richesses sans contrepoids moral conduit inévitablement souvent aux pires abominations. Et c'est ce que l'on voit dans cette affaire en fait. C'est l'aboutissement ultime du capitalisme sans limite. L'humain lui-même, en fait, dans ce capitalisme sans limite, cette extension du capitalisme sans circonscription, l'humain lui-même devient une marchandise à consommer et à jeter. In fine, ce que P. Diddy consommait aujourd'hui, il est lui-même consommé, en fait. Et bien sûr, jeté en prison, je pense que oui, inévitablement. Alors, une fois dit ceci, il faut pas juste s'arrêter là, il faut aller encore au-delà. Encore au-delà, c'est quoi? C'est la confusion fatale que font encore, bien sûr, un certain nombre de riches dans ce monde, surtout dans le milieu artistique, le milieu du sport, de l'entertainment, tout le reste, entre le pouvoir et la richesse. Le véritable pouvoir et la richesse financière. Le fait de dire que, alors, c'est un mythe, moi, et ici, on va pouvoir le déconstruire. L'idée que l'argent équivaut forcément au pouvoir. Analysons pourquoi c'est une erreur fatale. Et pourquoi, bien évidemment, dans cette affaire-là, on pourrait considérer que P. Diddy a fait cette erreur fatale, a commis cette erreur fatale. Ici, c'est quoi? P. Diddy, est-ce que, question, avait-il du pouvoir? En quelque sorte, oui, absolument. À partir du moment où on considère que des centaines de millions de dollars, un label des entreprises, une influence culturelle immense. Mais voici l'arnaque, entre guillemets. Quel genre de pouvoir il possédait? En fait, un pouvoir factice, un pouvoir basé sur la capacité d'acheter, de manipuler et de menacer. En fait, il avait juste un pouvoir de consommer, un pouvoir que le système capitaliste met à sa disposition pour lui donner l'injonction de consommer. Parce que ce qu'il faisait dans les freak-off, ou bien ce qu'il pouvait posséder et acheter, tout simplement, ce n'était que de la consommation ou du consumérisme en outrance. Et il a confondu in fine derrière cela à du vrai pouvoir. Pourquoi? Parce que à partir du moment où il pensait que il pouvait dominer, donc faire chanter les gens, et justement, il se croyait très puissant et pensait réellement avoir le pouvoir. Mais en fait, c'est une forme de domination grotesque. Parce que derrière cette forme de domination, qu'est-ce qui se cache? Cela ne cache qu'en fait une forme de faiblesse, pas une certaine forme de mécanisme de compensation, de faiblesse en soi, de vide existentiel dont je vous ai fait part en premier lieu. Il courait derrière, après quoi, un excès. Et cet excès, en fait, se transforme en une forme de masque grotesque, en fait, qui est une forme d'apparence de mimétique du vrai pouvoir réellement. Et justement, on va faire rentrer réellement la distinction claire maintenant de qu'est-ce que le vrai pouvoir. S'il fallait définir ce qu'est réellement le vrai pouvoir dans sa forme positive, je dirais que c'est la capacité de créer, d'élever, de transformer positivement. Et ça, réellement, dans cette forme-là, le vrai pouvoir s'inscrit dans une forme positive. Mais nous vivons également dans un monde de violence, de domination.
On peut également aller dans une forme de dialectique retournée interne, de caractériser le vrai pouvoir dans sa forme matérielle dans le monde dans lequel on vit. Dans sa forme matérielle, dans le monde dans lequel on vit, sous un angle également obscur. Parce que si vous avez le vrai pouvoir en soi, donc, in fine, la notion de Dieu, quelle que soit votre obédience, quelle que soit votre religion, dans ce monde dans lequel on vit, ce vrai pouvoir devrait se décliner d'une forme positive, comme je vous ai dit tout à l'heure, en premier lieu, la capacité de créer, d'élever, de transformer, etc., positivement, mais d'une autre forme également, de châtier, donc d'aller, entre guillemets, dans ce que l'on pourrait qualifier le mal, mais dans un mal qui est voulu, donc voulu par la volonté du vrai pouvoir. Et dans le monde dans lequel on vit, si on est un tout petit peu réaliste une seconde, on va constater que où se trouve le vrai pouvoir matériel dans ce monde? Le pouvoir absolu, il ne se trouve pas dans les mains des rappeurs millionnaires, rappeurs, footballeurs, artistes, etc. Mais il se trouve dans les salles feutrées des États et des méga corporations qui peuvent déclencher des guerres à des milliers de kilomètres sans jamais être inquiétés. Et ces États et méga corporations peuvent affamer des populations entières par de simples décisions économiques qui peuvent commettre ce qui s'apparente à des génocides sous couvert des dommages collatéraux. Voilà, je précise bien, dans sa caractérisation négative, évidemment, la matérialisation du vrai pouvoir dans ce monde, je précise bien, capitaliste qui gouverne. Et P. Diddy a confondu son pouvoir factice qu'il avait uniquement de consommer à ce vrai pouvoir en question. Et bien évidemment, d'une forme aussi sociologique, vous avez un gamin noir de Harlem qui s'est vu trop grand en fait. Il a grandi dans une classe moyenne, mais en tout cas, il a côtoyé la pauvreté autour de lui à Harlem. Il a observé ce monde cruel où seul l'argent semblait garantir la sécurité. Et il a fini par se perdre dans les méandres de cette situation parce qu'il a confondu les apparences du pouvoir avec le pouvoir réel. Et l'ironie est vraiment amère en fait parce que en imitant les mécanismes d'exploitation des véritables puissants, il s'est transformé en caricature, en parodie grotesque. Pendant que les vrais architectes, s'il faut dire les choses réellement, cruellement, les vrais architectes de notre misère collective dans ce monde sont capables de signer des contrats d'armement de plusieurs milliards de dollars. Lui, P. Diddy, petit gamin, il jouait tout simplement à quoi? Il jouait au petit tyran dans sa bulle dorée, en croyant naïvement faire partie du club, en croyant faire partie des élites réellement qui possèdent une part véritable du vrai pouvoir. Ça, c'est vraiment, les amis, les choses à ne pas confondre. Réellement, la distinction claire entre richesse et équivalence au vrai pouvoir. Faites bien la scission. Faites bien la frontière entre les deux idéologies, les deux notions, bien et nettes. Je vais citer ou faire rentrer une philosophe très connue juive allemande, Hannah Arendt, qui a fui le nazisme en fait et dont la pensée a été vraiment au cœur du creuset des totalitarismes du XXe siècle en fait. Et dans son essai du mensonge à la violence, publié en 1972, au cœur des turbulences sociales de l'époque, elle exposait véritablement cette notion en fait authentique entre le pouvoir authentique, d'où il vient. Et elle disait quoi? Elle disait en fait que le pouvoir authentique, je résume, vient du consentement, de l'action collective, de la légitimité accordée. La violence, par contre, elle n'est que l'outil de ceux qui ont perdu le pouvoir légitime ou n'ont jamais réussi à l'obtenir. D'où pourquoi ici également on peut faire la scission, la compréhension entre ce qu'on va appeler, je dis bien véritablement, entre la démocratie et la dictature. Je ne parle pas de la démocratie telle que l'Occident l'a déclarée, l'a décrétée. Non. Mais dans une forme de démocratie à l'occidentale en tout cas, on va constater que le vrai pouvoir tient lieu ici véritablement à de la propagande. Parce que derrière la propagande, on achète votre consentement. Acheter votre consentement passe par quoi? Pas des mécanismes de capitalistes de mise sur pied d'outils et de systèmes qui vont vous donner l'illusion que vous êtes libre.
Donc, derrière cette fausse liberté, on achète votre consentement et vous allez participer au système à travers des élections, etc., dont les membres, les représentants ont déjà été choisis par le vrai pouvoir derrière qui est caché. Bon, revenons à l'affaire P. Diddy, mais cela, c'était vraiment une digression tout à fait essentielle à comprendre qu'il me fallait faire pour que vous puissiez bien distinguer véritablement le vrai pouvoir, véritablement du faux pouvoir. Et de l'autre côté, dans les dictatures, ce vrai pouvoir va s'exercer par de la violence physique directement, et ce sera très visible en fait. Et à partir de ce moment-là, c'est aussi ce qui fonde réellement la chute des dictatures, parce qu'à un moment donné, la masse collective va en avoir marre d'être réprimée au quotidien, et dans une forme de durée, les dictatures ne durent pas assez, contrairement au système dans lequel on a des, je précise bien entre guillemets, des démocraties à l'occidentale où le pouvoir va durer parce qu'il y a une forme de propagande qui s'est installée. Donc par l'achat du consentement et de l'action collective en fait de la masse, de la majorité. Cela ne veut pas dire que derrière il n'y a pas une minorité de personnes dans les démocraties entre guillemets occidentales qui s'exercent, des personnes qui sont réprimandées, qui sont combattues. Simplement c'est la majorité, puisque la majorité a été achetée. Donc ça suffit largement à ce pouvoir-là de pouvoir continuer à s'exercer. Alors, j'ai assez digressé, mais revenons justement à l'acte d'accusation contre Didier. Mais digression tout à fait utile. Que voit-on? En fait, on voit un homme qui aurait utilisé la menace, la violence, la drogue et l'intimidation pour contrôler son entourage. Ça, ce n'est pas, encore une fois de plus, du vrai pouvoir, c'est de la terreur mercantile, tout simplement. Et cette société célèbre ses fortunes sans se soucier de comment elle s'exerce. Nous avons créé tous collectivement un monde où avoir un compte en banque monstrueux équivaut à avoir une carte blanche morale. Puisque vous êtes riche et puissant, vous allez avoir une justice évidemment qui s'accorde en alignement avec la grosseur de votre compte bancaire. Moi, une citation très 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 profonde, c'est de dire ceci, c'est que le vrai luxe, ce n'est pas de posséder beaucoup, mais d'avoir la sagesse de savoir quand s'arrêter. Les milliardaires de notre époque, P. Diddy et tout le reste, en patrimoine, tout ce que vous voulez, un certain nombre de milliardaires en tout cas, souffrent d'une pathologie de l'accumulation qui finit par corrompre leur humanité, leur dignité, de ce en quoi réellement ils sont. Leur être existentiel, leur vraiment être au sens ontologique. Et quand on entre dans ce genre de système et que l'on finit par perdre son humanité, qui on est réellement, inévitablement on va se livrer à ce genre de penchant que l'on voit aujourd'hui dans la presse concernant cette affaire. Troisième partie, entamons ici avec l'hypocrisie. L'hypocrisie à travers le prix de nos silences collectifs. Le prix, en tout cas, l'industrie du milieu. Comment l'industrie a couvert depuis des années P. Diddy. Des rappeurs à l'époque en tout cas, donc voilà, comme 50 Cent, Eminem, un certain nombre de rappeurs et bien sûr des rumeurs sur le comportement de Diddy circulaient déjà dans l'industrie. Donc Eminem, 50 Cent pour ne pas les citer, mais d'autres rappeurs également, ils faisaient déjà des allusions à peine voilées dans leurs morceaux. Des histoires, des faits extrêmes de violence, de comportements erratiques. Des personnes avaient déjà, en tout cas, dénonçaient déjà un certain nombre de méfaits. Mais comme c'était perçu à l'époque comme des rumeurs, P. Diddy n'était pas inquiété. Et bien évidemment parce qu'il était bankable pour l'industrie. Et donc, tant que ça profite à l'industrie, on doit continuer le show. Donc, on doit continuer le business. Qu'est-ce qui s'est passé? Bien sûr, on a continué à tolérer ce genre de méfaits, à continuer à laisser le bonhomme faire son chemin. Et moi, par contre, ce que je vais dénoncer ici, c'est l'hypocrisie la plus révoltante. Parce que dans cette histoire-là, que ce soit même dans l'affaire de R. Kelly et tout le reste, on avait également des rumeurs. C'est pour dire ici que l'industrie, aujourd'hui, qui se targue de faire la Vierge effarouchée, elle-même, elle est complice. Et parce que derrière l'industrie, vous avez quoi? Ces mêmes personnes qui aujourd'hui crient au scandale et se drapent
dans leur vertueuse indignation, combien d'entre elles étaient présentes à ces fameuses soirées? Vous le savez déjà, tous vos artistes que vous aimez et tout le reste, que vous suivez sur les réseaux sociaux en particulier, étaient bien présentes à ces fameuses soirées freak-off. Et bien évidemment que si cette affaire, si P. Diddy a continué à avoir carte blanche jusqu'aujourd'hui, c'est parce que ces mêmes personnes-là qui étaient présentes à ces soirées-là ont fermé les gueules, ont fermé leur bouche, ont couvert les histoires à travers leur silence complice. Et dans l'industrie, vous avez le show business, parce que le show business, en fait, c'est une machine à laver les réputations. Donc, même si vous êtes accusé dans un premier temps, il faudrait quand même que ces accusations soient solides et fondées. Parce que avoir des rumeurs par le passé, que ce soit sur R. Kelly ou sur P. Diddy et aujourd'hui sur Jay-Z et bien d'autres, tant que vous n'avez pas, par exemple, des vidéos claires où on voit P. Diddy en train de frapper Casey et tout le reste, vous n'avez pas, en tout cas pour le milieu, une véritable preuve. Et donc, par conséquent, l'individu doit continuer à exercer, entre guillemets. On se comprend bien. Donc, les mêmes personnes aujourd'hui qui hier étaient complices, aujourd'hui, en fait, se vantent d'être accusateurs. Tout ça pourquoi? Pour sauver leur propre peau. Ne pas l'oublier, bien évidemment. Ce n'est pas du tout le fait de pouvoir dénoncer tout simplement un méfait, un mal profond, mais c'est uniquement pour sauver leur propre petit business par la suite, parce que P. Diddy, il est hors jeu, mais cela ne veut pas dire que les freak-off vont s'arrêter. Simplement, quelqu'un d'autre va prendre le relais et ailleurs, les choses se continueront, bien évidemment. Et derrière ce cycle pervers, en fait, vous avez une forme en fait de violence qui va se perpétuer de manière indéfinie. Regardez ce qui se passe aujourd'hui, par exemple, pour étendre le débat. Les influenceurs qui attirent de jeunes femmes ou de jeunes hommes là, un peu partout dans le monde, à Dubaï et tout le reste, font des promesses en fait de glamour, de célébrité. Les mêmes mécanismes en fait d'exploitation se mettent en jeu, les mêmes illusions de grandeur, les mêmes abus, parce qu'in fine, derrière, à la fin, on découvre quoi? Un scandale qui va éclater. Et dès que le scandale éclate, qu'est-ce qui se passe? Tout le monde joue les surpris. Et c'est une vérité crue que je suis en train de vous délivrer là. Dans cette course effrénée vers la gloire, bien sûr, une fausse gloire, bien évidemment, parce que c'est une gloire qui tourne autour de quoi? Les caméras, les likes. Beaucoup sont prêts à fermer les yeux, à vendre leur dignité, à sacrifier leur humanité sous l'autel de la célébrité. Les réseaux sociaux, par extension, n'ont fait qu'amplifier et à démocratiser cette pathologie. Ce n'est plus juste l'élite artistique du hip-hop, du milieu de l'entertainment, du milieu du sport et tout le reste. C'est devenu en fait un phénomène de masse. Des millions de jeunes trompés par le mirage du luxe ostentatoire et de la reconnaissance instantanée. L'amour de la gloire, mais dans une gloire instantanée, dans une démesure, dans une forme de succès, par un claquement de doigts. Et une autre fascination pour les ultra riches nous rend également complices, parce que nous leur pardonnons tout parce qu'ils à vénérer, que nous avons été conditionnés à vénérer, pardon. Donc, dans une forme, en fait, où on va être toujours dans l'excès de mettre, de porter au pinacle, en fait, ces individus ultra riches. On va nous-mêmes entrer petit à petit dans une forme de conditionnement où on entre dans une forme de vénération parce qu'on voudrait également avoir les mêmes possessions et les mêmes richesses. Savez-vous que, par exemple, à l'heure où je vous parle là, les 1% les plus riches possèdent plus que les 90% les moins fortunés? Cette concentration obscène de richesse n'est pas seulement un problème économique, c'est un problème moral. Car l'extrême richesse crée en fait des zones d'impunité. Plus vous en avez, et plus vous allez, ce n'est jamais assez comme on dit. Donc plus vous en avez, plus vous allez toujours chercher à en avoir, et donc par conséquent vous allez entrer petit à petit dans un cercle vicieux qui est que vous allez vous mettre dans des zones d'impunité, parce que dans ces espaces-là où les lois ordinaires, les règles morales communes semblent ne plus s'appliquer à vous, parce que évidemment
vous devenez unique, vous entrez dans le 1%. Vous n'êtes plus dans la masse, vous n'êtes plus dans les 90%. Donc les lois qui s'appliquent communément aux 90% à la masse ne s'appliquent plus véritablement sur vous avec les mêmes forces et les mêmes répréhensions. Dans l'acte d'accusation contre Didi, je vous donne quelques faits, hein, bien évidemment. On lit clairement qu'il aurait utilisé des employés de ces entreprises pour faciliter ses crimes présumés, des gens payés pour fermer les yeux, organiser et bien sûr nettoyer après lui. Bien sûr, il y a un service de conciergerie pour nettoyer tout le bazar après avoir, bon, on va rester poli, commis un certain nombre d'actions et d'actes abominables. C'est ça la conséquence ultime de l'inégalité excessive. La création de mini-monarchies privées où seul un homme peut régner en tyran tant qu'il continue à payer. Je vais étendre avec une nouvelle partie comment les avocats de P. Diddy pourraient, entre guillemets, l'excuser, pourraient le défendre si vous voulez. Souvenez-vous de Johnny Crocan. Johnny Crocan, donc cet avocat légendaire qui a défendu O.J. Simpson avec sa phrase culte en fait, « If it doesn't fit, you must acquit ». Quelque part, en gros, à partir du moment où il y a un vice de procédure, vous devez acquitter mon client. Alors, on s'entend très bien ici. Vice de procédure, dès le moment où l'avocat est capable de prouver au juré que dans cette affaire, telle accusation ou telle situation ne tient pas compte en fait des véritables accusations, des véritables faits qui auraient été commis. Et dans cette partie d'argumentation technique, parce qu'évidemment ça c'est vraiment les avocats, comme je le précise bien, dans une forme de justice américaine, de la justice du spectacle. Et P. Diddy, ces avocats en fait vont construire une défense similaire, parce que depuis l'affaire O.J. Simpson, c'est vraiment ce genre de mise en scène, pour le coup, surtout dans des procès de grande ampleur, de grande envergure de ce genre, que nous avons des avocats qui sont capables de retourner les situations sans que le public ne voit pas grand-chose, entre guillemets. Pourquoi? Parce que P. Diddy, on le précise bien, est accusé notamment par la loi RICO. La loi RICO, à la base, en fait, elle était initialement conçue pour combattre la mafia, les Al Capone et tout le reste. Et pour défendre ce genre d'individu, sachant que quand vous êtes accusé de cette loi-là, RICO, vous êtes quasiment sûr à 99,9%, etc., d'être condamné. Donc, que reste-t-il à faire pour P. Diddy et ses avocats? C'est de fournir une défense en béton, une défense qui dispose de plusieurs angles d'attaque. Un premier angle d'attaque, c'est évidemment l'argument du consentement. Parce que dans un système juridique où la présomption d'innocence, bien sûr, reste fondamentale, ces avocats peuvent argumenter que les relations étaient consensuelles, que les freak-offs impliquaient des adultes consentants dans le cadre de fêtes privées où la drogue et l'alcool coulaient à flot. Certes, mais sans coercition explicite. Voilà par exemple un angle de vue, tout simplement, que les avocats pourraient mettre en avant. En tout cas, ça ne va pas manquer, ça, je vous le garantis. Un deuxième argument également, c'est de remettre en cause, en fait, une partie des témoignages de certaines personnes. Comme je vous ai dit, si vous avez écouté jusqu'ici, dans l'hypocrisie malsaine de l'industrie, il y en a certains qui vont maintenant se présenter comme des accusateurs, comme des victimes, alors que derrière, ce n'est que pour régler des comptes et pour avoir un peu de bif, avoir un peu d'oseille derrière. Vous voyez bien ce que je ne dis pas là. Moi, j'essaie un peu de pouvoir nuancer avec un langage un peu feutré. Vous voyez bien ce à quoi je veux faire référence. Donc ici, c'est vraiment de dire quoi? C'est que la défense pourrait souligner les incohérences. Et dans ce genre de situation, ça bénéficierait bien évidemment à P. Diddy et à ses avocats. Parce que à partir du moment où un certain nombre d'individus mal intentionnés, qui voudraient uniquement avoir de l'argent pour se mêler aux vraies victimes qui vraiment ont subi les affres de P. Diddy, ce genre d'individus pourrait venir en fait alimenter et permettre aux avocats de P. Diddy de souligner un certain nombre d'incohérences dans les témoignages. Et parce que évidemment les motivations financières potentielles des plaignants dans un contexte où des règlements à l'amiable ont déjà eu lieu.
Donc si P. Diddy par le passé, et ça on le sait déjà, a déjà pu régler un certain nombre de situations financièrement, bah, ces avocats aujourd'hui pourraient voir cette affaire, enfin ce genre de situation comme une aubaine, parce que un même individu qui aurait touché de l'argent par le passé et qui viendra aujourd'hui crier à la Vierge effarouchée, cela reste quand même suspect. En troisième lieu également, bon, ça c'est un argument assez quand même poussé, je l'avoue, ce serait d'évoquer l'argument de la conspiration. Pourquoi maintenant et pourquoi lui? La défense pourrait suggérer par exemple un acharnement sélectif, pointant que d'autres figures de l'industrie au comportement similaire n'ont jamais été inquiétées. Encore faudrait-il pouvoir prouver cela, parce que ça relève quand même quelque part de la conspiration. Ce n'est pas parce que vous êtes accusé de X ou d'avoir commis A plus B et votre défense est basée sur le fait que une autre personne également soi-disant ferait également commettra également les mêmes actes qui vous sont imputés. Il faudrait également prouver déjà que c'est vrai et bien sûr prouver également que vous n'avez pas commis les actes pour lesquels vous êtes reproché. Voilà en quelque sorte déjà ce qui attend réellement les avocats de P. Diddy et bien sûr sa défense de manière générale. Alors, bien évidemment que je ne dis pas que ces arguments sont moralement justes ou qu'ils reflètent la vérité. Je dis simplement qu'en droit américain, je parle bien là du droit et je m'inscris bien évidemment ici dans le cadre du droit, pas dans une forme de pathos d'émotionnel qui vaudrait que j'accuse tout de suite et je condamne. Je ne suis pas juge de toute façon, vous l'aurez bien compris. P. Diddy, donc pour l'instant, il doit être jugé et le verdict n'a pas encore été rendu. Donc il y a toujours donc la question du doute raisonnable. Le doute raisonnable reste roi. Et avec une équipe d'avocats de haut volet, capable de s'aimer suffisamment de confusion et d'incertitude dans l'esprit des jurés, même les accusations les plus graves, je précise bien, même les accusations les plus graves peuvent être contestées. Ça, c'est fondamental. N'oubliez pas cela. Parce que même si les faits, bien sûr, sont très très graves, on le sait, mais en droit américain, et bien sûr, de toute façon, avec la présomption d'innocence, les accusations les plus graves peuvent être contestées. C'est précisément en fait ce fossé entre la justice légale et la justice morale, c'est vieux comme le monde bien évidemment, qui fait que tant de puissants échappent aux conséquences de leur acte. Le système judiciaire américain n'échappe pas également à ce genre de situation. Parce que le système judiciaire américain, avec ses protections procédurales nécessaires pour protéger les innocents, crée parfois les meilleurs qui peuvent se payer acte. La vraie question n'est peut-être pas Diddy sera-t-il condamné, mais notre système judiciaire est-il équipé pour tenir les ultra-riches responsables de leur acte? C'est la vraie question à se poser. Au-delà du spectacle maintenant, entrons dans la dernière partie qui est donc l'éthique dans une forme de limite. Où se limite l'éthique? Alors, que faire par exemple dans ce genre de situation? Est-ce que se contenter de pointer du doigt un homme ou remettre en question le système qui fabrique ces monstres à la chaîne? Parce qu'aujourd'hui c'est P. Diddy, mais derrière il y en a d'autres bien évidemment, et demain il y en aura d'autres. Et par le passé il y en a eu d'autres. Moi je vous propose 3 pistes de réflexion. Premièrement, reconnaître ceci. Reconnaître que l'accumulation des richesses illimitées n'est pas un droit sacré, mais une pathologie sociale. Aucun être humain n'a besoin d'autant de richesses, je précise bien, d'autant de richesses comme P. Diddy ou des milliardaires là d'ailleurs. Cette accumulation est une forme de violence envers le collectif, quand on sait très bien que surtout aux États-Unis, dans un monde hyper capitaliste, où vous pouvez avoir dans une même ville des milliardaires et des SDF à côté, qui se côtoient dans la rue, dans les services publics. C'est véritablement cette première piste de réflexion, bien sûr, à questionner l'accumulation illimitée de richesses, le système en soi, réellement, parce que le système permet ce genre d'égarement, ce genre d'excès. En deuxième lieu, on peut distinguer quoi? Clairement, la richesse du pouvoir. Le pouvoir légitime vient de la contribution, de la
création de valeur réelle. Pas de la capacité d'écraser les autres sous le poids, en fait, de ces dollars. Je parle bien là, évidemment, si on est sain, si on est un individu avec une tête bien faite, de la relation avec un pouvoir juste. Et enfin, il faut réhabiliter ici réellement donc l'éthique de la limite. L'idée qu'assez, c'est assez. Que le toujours plus n'est pas une philosophie viable ni pour l'individu, ni pour la planète. Je m'adresse là aussi à certaines personnes qui sont véritablement dans une forme de vertu, dans cet élan, évidemment, de vertu, d'exercer véritable pouvoir, bien évidemment, la véritable relation avec autrui. Les freak-off de Didi sont le symptôme réellement, en fait, c'est le symptôme terminal d'une société qui valorise quoi? L'excès comme une vertu, qui célèbre l'accumulation sans limite et qui confond, bien évidemment, domination et réussite. On vit dans ce monde-là aujourd'hui. On considère que les individus qui ont réussi sont les individus qui sont capables de dominer. Et quand je parle ici de domination, j'entends par là, je sous-entends l'aspect négatif. Et plus vous allez avoir un individu capable de mal parler, d'insulter, d'avoir un propos ordurier et tout le reste, la masse, les réseaux sociaux par amplification démocratisent et trouvent que cet individu en question a du charisme, en fait, a de la personnalité. Et in fine, on entre dans une forme de vénération, du culte de la personnalité. Les victimes, enfin présumées, ne sont pas seulement les victimes d'un homme, P. Diddy par exemple, mais d'un système qui nous dit que tout peut s'acheter. Je dis bien tout. C'est ce que nous dit le système en fait, que tout peut s'acheter. Le consentement, la dignité et la justice. Voilà les questions essentielles que je me devais de vous poser et je vous laisse bien sûr d'étendre le questionnement de ces questions-là à votre niveau. Je vais m'arrêter ici pour dire quoi? Tout simplement que le procès Sean Combs, donc de son vrai nom, n'est pas encore terminé, bien évidemment, sur un plan de vue légal, puisque là, actuellement, il est en procès. Et légalement, il reste présumé innocent. Mais quelle que soit l'issue judiciaire, le verdict social est déjà tombé, en fait. Donc, d'un point de vue de la société, nous avons déjà condamné P. Diddy. Et cette affaire de Diddy nous force à confronter nos contradictions, notre fascination malsaine pour l'opulence excessive et nos indignations sélectives. Je précise bien. La véritable question, cette fois-ci, la véritable question n'est pas comment un homme a-t-il pu faire ça, mais plutôt comment avons-nous créé un monde où de tels comportements sont presque inévitables. Je vous ai déjà bien exposé tout le déroulé de cette situation-là. À partir du moment où vous vivez dans un système qui vous donne la possibilité tous les jours de devenir milliardaire, de posséder autant, et tandis que votre possession crée par mécanisme en fait de balançoire le fait que certains individus vont en posséder également très moins. Je n'entre pas là dans une forme d'incrimination ou de pouvoir juger d'un point de vue moral toutes les richesses, mais c'est de dire que dans un monde où la richesse évidemment est inégalement repartie et qu'un certain nombre d'individus comme des parasites en fait se goinfrent sur le dos de la masse, donc les 1% contre les 90%, un certain nombre de 1% en tout cas, posséder des milliards et des milliards, etc. Cela crée inévitablement, bien sûr, puisqu'il y a possibilité dans le monde, entre guillemets, quantique, enfin, en termes de possibilités, de nombreuses possibilités, certains individus vont se livrer lorsque le vide existentiel va s'installer, parce qu'évidemment, à force de tout posséder, vient en compte le vide existentiel, et in fine, cela crée inévitablement un certain nombre de méfaits, d'actes abominables dans lesquels on pourrait se livrer. Et si cette affaire ne nous pousse pas à remettre en question notre système de valeurs, alors nous n'aurons rien compris. Parce qu'aujourd'hui, comme je vous ai dit, c'est P. Diddy, mais demain, ce sera d'autres. Et par le passé, on en a eu d'autres. Je vous laisse méditer là-dessus. Moi, je vais m'arrêter là et je vous dis, partagez massivement cette analyse, en tout cas, qui me semble juste. Et bien évidemment,
Il y a encore beaucoup de choses que je pourrais mettre en avant, mais compte tenu de la durée de la production, je me dois d'arrêter là. Merci de m'avoir suivi.